Aujourd'hui, tout est devenu de l'IA. Ton téléphone fait de l'IA, ChatGPT fait de l'IA, Netflix utilise l'IA, une caméra dans une usine qui détecte des défauts fait aussi de l'IA. Et pourtant, aucun de ces systèmes ne fonctionne vraiment de la même manière. C'est un peu ça le vrai problème avec l'IA, c'est qu'il y en a beaucoup trop de différentes. Et surtout, il n'y a pas grand monde qui explique les différences entre ces intelligences artificielles. Parce qu'aujourd'hui, on mélange à peu près tout. Certaines IA créent du contenu, d'autres vont analyser des données, et on en a d'autres encore qui vont prendre des décisions de manière plus ou moins autonome. D'autres encore exécutent des actions absolument toutes seules. Et certaines tournent même directement sur ton téléphone sans même utiliser Internet. On peut avoir par exemple le très connu ChatGPT, on peut avoir, comme je disais tout à l'heure, une caméra intelligente qui fonctionne dans une usine, un GPS qui va anticiper du trafic, un agent IA qui va répondre automatiquement à des mails clients. Techniquement, ce sont tous des systèmes d'intelligence artificielle, mais pas du tout de la même famille. Et ça, c'est important de le comprendre parce que sinon, tu risques soit de croire que l'IA, c'est entre guillemets magique, ou alors tu risques de passer complètement à côté des vraies opportunités business. Et d'ailleurs, j'aimerais savoir, à ton avis, ChatGPT, tu penses que ça appartient à combien de familles d'IA différentes en même temps? Une seule, deux, trois, cinq? À toi de me dire dans les commentaires, je suis curieux de savoir. Et la réponse risque de te surprendre, parce qu'en 2026, les IA modernes mélangent souvent plusieurs familles à la fois. Et le plus intéressant dans tout ça, c'est que la famille d'IA dont tout le monde parle aujourd'hui n'est probablement pas celle qui sera la plus rentable pour les petites entreprises. À la fin de cette vidéo, tu vas enfin comprendre les différentes familles d'intelligence artificielle. Mais surtout, tu vas comprendre à quoi elles servent réellement. Parce qu'aujourd'hui, on entend des mots absolument partout. IA générative, LLM, agent IA, multimodal, Edge IA, modèle transformer. Et honnêtement, pour quelqu'un qui n'est pas du secteur, je pense que c'est ton cas, c'est un petit peu un jargon incompréhensible. Le truc, c'est que derrière tous ces termes, il y a des usages business qui sont très différents. Certaines IA sont excellentes pour gagner du temps. Certaines sont surtout utiles pour analyser des données. D'autres sont capables d'automatiser des tâches entières. Et il y en a une certaine partie, ça reste surtout du buzz marketing. Et dans cette vidéo, on va remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Tu vas être en mesure de comprendre la différence entre une IA générative, une IA prédictive, un agent IA et une IA qui tourne directement sur un téléphone ou un appareil. On va aussi voir quelles familles sont réellement utiles pour un indépendant ou bien une très petite entreprise, une petite structure, quelles sont leurs limites, les risques qu'il faut absolument connaître et surtout là où ça vaut vraiment le coup d'investir son temps aujourd'hui. Parce que le problème avec l'IA, ce n'est plus l'accès à la technologie. Le problème qu'on a maintenant, c'est de savoir où regarder parce qu'au final, il y en a beaucoup trop et il y a trop d'informations différentes disséminées un petit peu partout. Et honnêtement, certaines familles d'IA vont très probablement disparaître des discussions du grand public d'ici quelques années. Alors que d'autres sont en train de transformer discrètement la façon dont les entreprises travaillent. Le plus gros problème avec l'IA aujourd'hui, c'est qu'on essaie de tout mettre dans une seule et même case. Alors qu'en réalité, la majorité des IA peuvent être regroupées dans trois grandes catégories. Les IA qui analysent, les IA qui génèrent des choses et les IA qui agissent. Et déjà, si tu comprends ça, tu comprends mieux l'IA que beaucoup de gens sur Internet. Donc la première grande famille, comme on l'a dit, ce sont les IA prédictives. Là, on parle d'IA qui analysent des données pour essayer de prévoir quelque chose. Par exemple, savoir si un client va acheter. Détecter une fraude bancaire aussi. Ou bien recommander une série sur Netflix, ça je pense que tu connais un petit peu. Anticiper le churn d'un client, c'est-à-dire le fait qu'un client ne reste pas pour payer tes services et toujours être dans ta base client. Et on peut même prévoir des ventes avec ces IA prédictives. Et le plus drôle, c'est que beaucoup de TPE utilisent déjà ce type d'IA sans même le savoir. Quand par exemple ton CRM t'annonce que ce prospect précis a plus de chances de convertir, il y a souvent un modèle prédictif derrière. Lorsque Netflix te recommande une série, c'est aussi une forme d'IA prédictive. Même chose pour certaines banques qui détectent des comportements suspects. Alors cette famille d'IA, elle est un petit peu moins sexy que ChatGPT, mais d'un point de vue purement business, elle peut rapporter énormément aux entreprises qui utilisent cette forme d'IA. Parce que cette forme d'IA, elle est surtout à mieux décider, mieux cibler et mieux prioriser. Et souvent, les entreprises qui performent le mieux sont juste celles qui prennent de meilleures décisions grâce à leurs données. Parlons maintenant de la deuxième famille qui sont les IA génératives. Alors là, c'est la famille que tout le monde connaît. Tu as certainement déjà entendu parler de ChatGPT, Midjourney, Sora, à moins que tu vives dans une grotte.
Et donc ces IA, elles créent du texte, des images, des vidéos, de l'audio et éventuellement aussi du code. Et parfois même un peu tout ça en même temps. Et forcément, c'est ultra spectaculaire. Parce que pour la première fois, des machines peuvent produire du contenu qui ressemble à du contenu généré par un être humain. Tu donnes une idée de vidéo et l'IA peut te générer un script, ou en tout cas un brouillon de script. Et pour une toute petite entreprise ou bien un freelance ou un indépendant, le gain de temps peut être juste énorme. Par contre, il y a un piège. Ces IA génératives sont très utiles pour produire plus vite, mais pas forcément pour prendre de bonnes décisions. Parce qu'une IA générative, ça peut aussi halluciner. Donc inventer des infos, ça on y reviendra un petit peu plus tard. Et souvent, elles disent ces erreurs avec énormément de confiance. Donc si tu utilises ce type d'IA, tu dois toujours garder un cerveau humain derrière qui sera en charge de vérifier. Troisième grande famille que j'évoque, les IA agentiques. Et cette catégorie est probablement la plus importante pour les prochaines années. Alors ici, on change complètement de niveau parce qu'on ne parle plus seulement d'une IA qui répond à une question comme par exemple ChatGPT. Là, on va parler d'une IA qui agit concrètement, qui utilise des outils et qui peut enchaîner des actions, quasiment de manière autonome et qui peut donc parfois travailler absolument toute seule. Par exemple, un prospect remplit un formulaire sur ton site internet, l'IA va récupérer les informations, elle va analyser le besoin de ce prospect et créer automatiquement une fiche CRM. Et ensuite envoyer un email personnalisé à ce prospect qui a donc répondu à ta landing page, par exemple, sur ton site internet. Cette IA peut aussi prévoir et déclencher une relance sans qu'il y ait aucune intervention humaine. Et ça commence déjà à arriver dans énormément d'entreprises. C'est aussi pour ça qu'on parle autant d'automatisation IA aujourd'hui. Parce qu'on ne cherche plus à générer uniquement du contenu avec l'IA, on cherche surtout à automatiser. Et quand je dis automatiser, c'est automatiser des workflows complets. Et très honnêtement, je pense que c'est probablement la prochaine énorme révolution pour les indépendants et les TPE et les PME, etc. Parce que beaucoup de petites structures passent encore un temps énorme sur des tâches administratives, répétitives et honnêtement chiantes. Alors qu'une partie de ces tâches pourrait être automatisée. Et là, normalement, tu commences à comprendre pourquoi est-ce que le fait de dire « je fais de l'IA » ne veut plus rien dire au final. Parce que l'IA, c'est un sujet très vaste. C'est un peu comme dire « je fais de l'informatique ». C'est ultra vague comme description. Parce qu'entre un tableur Excel, un jeu vidéo et un logiciel bancaire, il y a tout un monde. Tout ça, c'est un peu de l'informatique, mais ce sont des choses complètement différentes. Et pourtant, on parle encore dans la vie de tous les jours, pour les gens qui ne s'y connaissent pas, d'informatique. Eh bien, pour l'IA, c'est un peu pareil. Mais le plus fou, c'est qu'aujourd'hui, les IA les plus puissantes mélangent plusieurs familles en même temps. Maintenant qu'on a vu les trois grands mondes d'IA, on va dire, dans cette première partie, on peut aller un peu plus loin. Parce qu'en 2026, au moment où je fais cette vidéo, il y a clairement des familles d'IA qui dominent leur marché. Et ce sont souvent elles qui reviennent derrière les outils que tu utilises, par exemple, tous les jours. Aujourd'hui, le marché est surtout dominé par les Transformers. Donc évidemment, ça n'a rien à voir avec Optimus Prime et puis toute la série de films que tu connais. Il y a aussi les LLM, il y a les IA multimodales et les systèmes hybrides. Alors parlons d'abord des Transformers et des LLM. Quand ChatGPT est sorti, beaucoup de personnes ont eu l'impression que l'IA est arrivée d'un coup comme ça. Mais en réalité, le vrai changement vient surtout d'une architecture. C'est ce qu'on appelle les Transformers. C'est cette famille qui a complètement changé le monde de l'IA moderne. Et derrière ChatGPT, tu as ce qu'on appelle les LLM, les Large Language Models. En gros, ce sont des modèles entraînés sur des quantités gigantesques de texte. Leur objectif à la base est presque simple, prédire le prochain mot. C'est tout. Sauf qu'à très grande échelle, ça produit des comportements spécifiques qui sont assez impressionnants. Donc ça peut être pour résumer, traduire, coder, raisonner, mais aussi rédiger, analyser, répondre à des questions et surtout discuter naturellement avec un être humain. Et ça, c'est probablement le plus gros changement. Le vrai bouleversement, ce n'est pas juste la qualité des réponses, c'est surtout le fait que l'ordinateur comprend enfin le langage humain comme interface, et comme interface universelle. Avant, il fallait apprendre des logiciels, des menus, des boutons, des interfaces complexes. Aujourd'hui, tu peux tout simplement écrire à ChatGPT par exemple, analyse-moi tel fichier, rédige-moi ce mail pour tel objectif, crée-moi un tableur et l'IA comprend. Aujourd'hui, ça paraît tout à fait normal, mais au final, c'est une révolution énorme parce que le langage devient une interface. Et ça, ça change complètement la manière dont on utilise l'informatique. Maintenant, on va évoquer les IA multimodales. Et sincèrement, c'est probablement là que beaucoup de gens ne réalisent pas encore ce qui est en train de se passer. Pendant longtemps, une IA faisait une seule chose, du texte, ou bien de l'image, ou bien de la voix.
Mais maintenant, les frontières sont de plus en plus poreuses. Les nouveaux modèles qui sortent peuvent voir, entendre, parler, lire des documents, analyser des images, comprendre de la vidéo et répondre naturellement. Par exemple, GPT-4o, tu peux lui parler à voix haute, lui montrer ton écran, lui envoyer une photo, lui faire analyser un graphique et avoir une conversation presque en temps réel. Et ça, c'est très important pour comprendre le futur parce que demain, beaucoup de logiciels pourraient simplement devenir des conversations. Tu n'auras peut-être même plus besoin d'ouvrir un CRM de manière classique comme on le fait actuellement. Tu parleras simplement à ton assistant en lui disant « Montre-moi les prospects les plus chauds par exemple, prépare-moi des relances, résume-moi les derniers échanges clients que j'ai eus avec tel client, etc. » Et l'interface sera juste du langage naturel. Pas besoin d'aller dans des onglets, d'appuyer sur des boutons, de préparer des choses, etc. Ça sera vraiment du langage naturel pour avoir des résultats à l'intérieur du CRM. Et maintenant, on arrive probablement au point le plus important de cette vidéo, ce sont les systèmes hybrides. Parce qu'en réalité, les entreprises les plus avancées n'utilisent presque jamais une IA toute seule, isolée. Elles construisent des systèmes complets. Prenons par exemple un système de support client intelligent. Le système peut comprendre la demande du client, récupérer son historique, vérifier son abonnement, regarder le stock si par exemple c'est un produit physique, proposer une réponse, puis déclencher une action derrière. Et c'est ça la vraie IA moderne. C'est pas juste un chatbot isolé comme on peut le voir de temps en temps, c'est un vrai système complet qui mélange des modèles d'IA, des données, des règles métiers, des automatisations et surtout, comme je le disais tout à l'heure, très important, la supervision humaine. Et tout ça, c'est ultra important à comprendre. Parce que beaucoup d'entreprises pensent à dire « on fait de l'IA » alors qu'en réalité, elles vont juste utiliser ChatGPT dans un coin alors que faire de l'IA, entre guillemets, c'est pas uniquement utiliser ChatGPT ou Gemini ou Claude de manière isolée. Alors maintenant, avec tout ça, c'est bien gentil, mais il y a une vraie question qui se pose. Parce qu'au final, quand tu diriges une TPE, une PME, ou bien que tu es un indépendant, un freelance, un consultant, etc., tu ne cherches pas juste à comprendre comment fonctionne l'IA. On est d'accord. Tu cherches surtout ce qui peut réellement t'aider dans ton quotidien. Et là, il faut être tout à fait transparent. Toutes les familles d'IA ne sont pas utiles à une petite entreprise ou un indépendant ou un freelance, etc. Certaines vont surtout être intéressantes, par exemple, pour des grands groupes. Parce qu'elles vont demander énormément de données, un budget assez important, ou des équipes techniques qui vont pouvoir superviser tout ça. Mais d'autres systèmes d'IA peuvent avoir un impact énorme assez rapidement. Au fait, petite parenthèse rapide, si tu aimes ce genre de contenu, sache que je partage encore plus d'astuces exclusives dans ma newsletter. L'idée est très simple, chaque semaine tu reçois dans ta boîte mail des conseils concrets pour générer plus de leads, passer ta prospection à l'échelle, mieux utiliser ton CRM, améliorer tes méthodes, tes processus commerciaux et marketing en automatisant certaines tâches et mettre l'intelligence artificielle au service de ton entreprise. C'est du contenu que je ne poste pas ailleurs, ni sur YouTube, ni sur LinkedIn, ni sur toute autre plateforme. Si tu veux avoir une longueur d'avance, je te mets le lien juste en description. Tu cliques dessus, tu t'inscris en 10 secondes et c'est réglé. Merci de m'avoir écouté, je te laisse continuer la suite de la vidéo. Si on cite par exemple l'IA générative, ça peut faire gagner énormément de temps. Pourquoi? Parce qu'elle touche directement à quelque chose de très coûteux dans une petite structure. Et cette chose, c'est le temps. Parce que souvent, dans les petites structures, on va manquer de temps. Aujourd'hui, une IA générative peut déjà t'aider à rédiger des mails, créer des posts LinkedIn, faire des devis ou bien écrire des FAQ. On peut aussi ajouter le fait de préparer des scripts vidéo, par exemple si tu produis de la vidéo, répondre à des clients ou reformuler des documents. Et le plus important, c'est que ça réduit énormément la friction pour produire du contenu. Avant, beaucoup de petites entreprises ne créaient pas forcément de contenu, tout simplement par manque de temps. Alors que maintenant, tu peux aller beaucoup plus vite avec tous ces outils d'IA. Et ça change énormément de choses, que ce soit en prospection, en communication, en support client, etc. Et honnêtement, pour un indépendant, un freelance ou une TPE, le gain de productivité peut être énorme assez rapidement. Par contre, je le redis et je le répète, il faut toujours garder un humain derrière toutes ces IA. Parce qu'une IA, elle peut tout simplement produire très vite, comme je l'ai dit, mais du coup produire vite des erreurs aussi. Et ça, c'est un énorme problème si tu ne vérifies pas derrière. Si maintenant je reviens sur l'IA prédictive, ça peut être une grosse optimisation de ton business. Cette famille, elle est énormément sous-estimée chez les petites entreprises et les indépendants, parce qu'au final, on en parle beaucoup moins sur les réseaux sociaux. Et pourtant, c'est souvent là qu'il y a énormément d'argent à gagner. Pourquoi? Parce que ces IA aident surtout à prendre de meilleures décisions. Par exemple, identifier des prospects chauds qui ont le plus de chances d'acheter. Prévoir quel type de client risque de partir. Détecter des comportements anormaux, segmenter des listes de clients ou de prospects, ou bien anticiper certaines ventes.
Et quand on y réfléchit bien, beaucoup d'entreprises perdent de l'argent simplement parce qu'elles contactent les mauvais prospects, priorisent mal leurs actions ou ne voient pas certains signaux. Une IA prédictive, ça peut justement aider à mieux prioriser. Et parfois, ce genre d'IA n'est même pas visible. Tu peux déjà aujourd'hui avoir ce type d'IA dans certains CRM, dans certains outils marketing ou certaines plateformes publicitaires sans même le savoir. Maintenant, revenons sur les agents IA et ce que ça peut apporter à un business. Essentiellement, ça sera l'automatisation du travail administratif. Et là, on commence non pas à automatiser simplement des contenus, mais on automatise aussi des tâches complètes. Et honnêtement, je pense que beaucoup de métiers administratifs vont énormément évoluer avec cette révolution. Prenons un exemple très simple. Un prospect remplit un formulaire. L'agent IA récupère les données, cherche des informations sur l'entreprise, enrichit le lead. Donc ce qu'on appelle enrichir, c'est simplement retrouver ses coordonnées en ligne. Ensuite, ça va créer une fiche dans le CRM, préparer une séquence email, puis déclencher une relance de manière totalement automatique et tout ça de façon autonome. Donc sans aucune intervention humaine. Alors évidemment, on n'est pas encore dans un monde parfaitement automatisé. Les agents IA qui tournent en autonomie font encore des erreurs et des fois ça peut faire très mal parce qu'ils ne comprennent pas forcément bien certaines consignes ou alors tu ne les as pas forcément bien paramétrées et du coup ça peut aussi prendre de mauvaises décisions et ça peut être un petit peu problématique pour ton business. Mais la vitesse d'évolution elle est quand même assez impressionnante parce que les petites structures elles ont souvent un problème spécifique, ça va être d'avoir beaucoup de tâches mais très peu de temps ou alors de ressources humaines pour les gérer. Donc dès qu'une partie de l'administratif, du support ou des relances peut être automatisée intelligemment, le gain peut être très important. Et enfin, je voulais aussi évoquer une famille d'IA dont on parle beaucoup moins. C'est ce qu'on appelle l'Edge AI. En gros, ce sont des IA qui tournent directement sur un appareil. Donc ça peut être sur un téléphone, sur un ordinateur, sur une caméra ou bien un objet connecté sans forcément envoyer des données dans le cloud. Et ça devient de plus en plus important, notamment pour la confidentialité, la rapidité et des sujets RGPD. Donc pour donner un exemple très rapide, ton téléphone pourrait par exemple utiliser une IA locale pour traiter certaines données sensibles sans jamais envoyer ces informations sur des serveurs. Donc quand je parle de serveurs, ce sont des serveurs externes. Et pour certaines entreprises, donc surtout celles qui sont dans la santé, le juridique ou les données sensibles, ça peut devenir un énorme sujet. Parce qu'à l'heure actuelle, beaucoup d'entreprises commencent aussi à se demander ok, on utilise l'IA, etc. Mais où est-ce que nos données vont? Qui est-ce qui peut les voir? Est-ce qu'on ne dépend pas un petit peu trop du cloud? Et ce sont des questions légitimes. Et l'Edge IA apporte justement une partie de ces réponses. Si je peux donner des exemples d'Edge AI, ça va être un peu tout ce qui est OpenClaw. Tu en as peut-être entendu parler, mais ce sont des IA que tu installes directement sur ton device et qui vont tourner dessus. Bon, maintenant, il faut aussi remettre un petit peu de nuance dans tout ça. Parce qu'Internet, ça donne parfois l'impression que l'IA va tout résoudre, que tout devient magique, automatique, parfait, alors qu'en réalité, chaque famille d'IA a aussi ses limites et parfois de très grosses limites. Alors le premier problème qu'on peut évoquer, et probablement le plus connu aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les hallucinations. En gros, une IA peut inventer une information et le pire, c'est qu'elle peut le faire avec énormément de confiance. Par exemple, elle va te répondre à une question que tu as posée, tu vas lui demander une source, elle va t'inventer une source. Tu insistes pour avoir une statistique sur une réponse que tu as eue, elle va t'inventer une statistique. Tu vas lui demander une information juridique sur un sujet, elle peut parfois se tromper. Et le problème, c'est que les IA génératives sont entraînées pour produire des réponses crédibles, mais pas forcément des réponses vraies. Donc la réponse peut paraître crédible dans le sens où elle va avoir un aspect cohérent, mais ça ne veut pas dire que cette réponse est réelle et véridique tout simplement. Et ça, il faut absolument le comprendre. Parce qu'une IA qui semble convaincante n'est pas forcément une IA qui est fiable dans les faits. C'est aussi pour ça qu'il faut garder un esprit critique à l'égard de l'intelligence artificielle. Surtout si tu l'utilises pour des questions juridiques, de santé, de finances ou des décisions importantes de vie. Parce que oui, il y a des personnes qui demandent aux IA, notamment aux LLM, de les aider sur des décisions importantes de leur vie. Donc si tu fais ça, écoute, je te laisse prendre la mesure de ce que tu fais et d'assumer les conséquences éventuelles. Autre point important sur les effets un peu néfastes de l'IA, ce sont la manipulation. Alors très honnêtement, je pense qu'on sous-estime encore à quel point ça va devenir un problème. Je le vois un peu dans mon entourage, notamment avec les personnes qui ne sont pas forcément sensibilisées à l'IA. Aujourd'hui, des IA peuvent déjà générer des visages, des voix, des vidéos, des images ultra réalistes.
Et plus les modèles deviennent multimodaux, et plus ça devient vraiment impressionnant. Et le problème, c'est qu'à terme, ça va devenir très difficile, de plus en plus difficile, de distinguer le vrai du faux. Et ça va poser un énorme problème de confiance. Parce qu'Internet fonctionnait beaucoup sur une idée implicite. Si je le vois, c'est probablement que c'est vrai. Mais avec les IA génératives, cette logique commence doucement à s'effriter. Et demain, la vérification des informations va probablement devenir encore plus importante qu'aujourd'hui. Alors, autre petit problème relatif à l'IA, ce sont les agents autonomes que j'ai évoqués. Parce que sur le papier, automatiser des tâches, c'est génial. Mais automatiser de mauvaises actions ou automatiser n'importe quoi, ça peut coûter très cher. Imaginons un agent IA qui a accès à ton CRM, à tes mails, à ton calendrier ou à certains outils internes à ton entreprise. S'il comprend mal une consigne, il peut aussi envoyer un mauvais message à la mauvaise personne, supprimer comme ça des données alors que tu lui as pas forcément demandé de le faire, déclencher une mauvaise action ou créer un problème à grande échelle. Et c'est justement pour ça que beaucoup d'entreprises avancent encore prudemment sur le sujet des agents. Parce qu'on parle maintenant de systèmes qui sont capables d'agir, pas juste de répondre. Et quand une IA agit, le niveau de risque change complètement. C'est aussi pour ça qu'on parle énormément de garde-fous, de validation humaine, de permission, de supervision. Parce qu'automatiser sans contrôle, ça peut devenir dangereux très vite. Autre problème qu'on peut évoquer, et dernier problème au sujet de l'IA, ça va être tout ce qui est en rapport avec le cloud. C'est un sujet dont on parle peut-être un petit peu moins, mais c'est en rapport en fait avec l'infrastructure. Parce qu'aujourd'hui, les IA les plus puissantes du marché dépendent d'infrastructures gigantesques. Ça va être des centres de données énormes, des besoins énergétiques massifs, et ça concentre énormément de pouvoir entre les mains de quelques acteurs, qui sont par exemple, on peut les citer, Nvidia, Google, Microsoft, Amazon, Meta, parce qu'au final, contrôler les infrastructures, c'est aussi contrôler une partie de l'innovation. Quand on regarde l'évolution de l'IA, on voit un changement assez clair. Au début, l'IA était surtout un outil. Puis ensuite, elle est devenue un assistant, et maintenant, on commence à entrer dans une logique de système autonome. Et très sincèrement, je pense qu'on sous-estime encore complètement la vitesse à laquelle tout ça avance. Les logiciels deviennent des assistants. Premier changement énorme, les logiciels vont probablement devenir de plus en plus conversationnels. Aujourd'hui, quand tu utilises un logiciel, tu navigues dans des menus, des boutons, des tableaux, etc. Mais demain, beaucoup d'outils pourraient fonctionner simplement avec du langage naturel, comme on l'a dit précédemment. Je l'avais déjà, il me semble, évoqué sur les parties au niveau des IA multimodales. Donc ce qui se passera, c'est que tu ouvriras ton CRM et au lieu de cliquer partout, tu écriras simplement « Montre-moi les prospects les plus chauds du mois ». Prépare-moi telle ou telle relance. Résume-moi les derniers échanges que j'ai eus avec tel ou tel client. Et le logiciel, il va comprendre tout simplement ce que tu veux faire parce que l'IA transforme progressivement le langage humain en interface universelle. Et ça, c'est probablement l'un des plus gros changements de l'informatique moderne. Une autre évolution qu'on peut imaginer, ça va être de voir des IA qui vont travailler ensemble, enfin des agents IA plus précisément. On commence déjà à un petit peu le voir, mais imagine simplement demain comment ça pourrait se passer. Tu aurais un agent marketing, un agent commercial, un agent support client, un agent administratif. Chaque agent sera spécialisé sur certaines tâches spécifiques, mais ils seront capables de communiquer entre eux. Par exemple, tu auras un agent IA support client qui va détecter un problème récurrent. Il va transmettre cette info automatiquement à l'agent produit. L'agent marketing va ensuite adapter la communication. Puis l'agent IA va ajuster certaines relances, etc. Et tout ça avec beaucoup moins d'intervention humaine qu'à l'heure actuelle. Alors évidemment, on n'est pas encore dans un monde parfaitement autonome, et je pense à titre personnel que le changement le plus important, ça sera celui-ci. L'IA va devenir de plus en plus invisible. Aujourd'hui, on parle encore d'utiliser l'IA, mais dans quelques années, on parlera peut-être juste de logiciels, un peu comme Internet aujourd'hui. Tu ne dis plus j'utilise une application Internet, c'est un peu devenu normal maintenant. Pour l'IA, ça sera probablement la même chose. Elle sera intégrée partout. Dans les CRM, les mails, les téléphones, les outils métiers, les logiciels de comptabilité, les objets connectés, etc., etc. Et beaucoup de gens utiliseront de l'IA sans même s'en rendre compte. D'ailleurs, c'est déjà le cas aujourd'hui dans pas mal d'outils. Et ça change aussi quelque chose de très important. Les gagnants ne seront pas forcément ceux qui créent les modèles IA, mais ceux qui savent les intégrer intelligemment dans des usages concrets. Parce qu'au final, une technologie seule n'a pas énormément de valeur.
La vraie valeur, c'est ce qu'elle permet de faire dans le quotidien d'une entreprise. Et très honnêtement, je pense qu'on est encore seulement au début de cette transformation, de cette révolution. Donc au final, le problème, ce n'était pas l'IA. Le problème, c'était de croire qu'il n'existait qu'une seule IA. Alors qu'en réalité, il existe des dizaines de familles différentes. Donc comme tu l'as vu, certaines peuvent analyser des choses, d'autres vont générer des éléments, des contenus, des vidéos, etc. Il y en a d'autres qui vont automatiser des actions. Certaines fonctionnent dans le cloud, d'autres directement sur les appareils, ton Mac, ton ordi, etc. Certaines suivent des règles assez strictes, d'autres apprennent seules à partir de gigantesques quantités de données. Et surtout, les frontières commencent à disparaître. Aujourd'hui, les systèmes les plus puissants mélangent plusieurs familles en même temps. Un même outil peut être génératif, multimodal, agentique, déployé dans le cloud, avec une partie en local, sur l'appareil directement. Et en plus de ça, connecté à des automatisations. C'est aussi beaucoup pour ça que des gens ont l'impression que l'IA devient impossible à suivre. Parce qu'on ne parle pas seulement d'un modèle, on parle maintenant d'écosystèmes qui sont complets. Et au final, le vrai enjeu aujourd'hui, ce n'est pas juste utiliser l'IA. Le vrai enjeu, c'est de comprendre quelle famille utiliser, pour quels besoins, et surtout, avec quel niveau de confiance. Parce qu'utiliser par exemple ChatGPT seul, ce n'est pas ce qu'on appelle une stratégie IA, comme certaines entreprises aiment bien le dire. C'est juste un outil parmi énormément d'autres. Et les entreprises qui vont tirer vraiment profit de l'IA, ce seront probablement celles qui comprendront comment assembler intelligemment plusieurs briques ensemble. Comme tu le sais certainement, le monde de l'IA évolue extrêmement vite. Et honnêtement, c'est devenu presque impossible de tout suivre tout seul. J'en suis le parfait exemple. Je me rends compte en fait au fil des semaines et des mois qu'il y a des nouveautés constamment et c'est très difficile de tout suivre. Chaque mois, de nouvelles familles d'IA apparaissent, de nouveaux outils sortent, de nouveaux usages business émergent. Et surtout, beaucoup d'entreprises commencent seulement maintenant à comprendre ce qu'elles peuvent réellement faire avec l'IA. Le plus important, c'est surtout de comprendre quelles technologies peuvent vraiment être utiles pour ton activité et avoir des cas d'études précis. Parce qu'entre le buzz, donc avec tous les outils IA qui sortent, et les vrais gains business, il y a parfois un énorme écart. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé ma newsletter. Donc dedans, je partage des cas concrets pour les freelances, consultants, indépendants et TPE au sujet des outils utiles, des automatisations, aussi des retours d'expérience et de la veille IA très simple, sans jargon technique. Donc le lien est en description de la vidéo si tu souhaites t'abonner. Et si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre les différentes familles d'IA, ce que j'espère, pense aussi à t'abonner à ma chaîne, parce qu'ici, on va aussi continuer à explorer tout ce qui est en train de transformer le monde du business et du marketing. Et d'ailleurs, dis-moi en commentaire quelle famille d'IA t'intrigue le plus aujourd'hui. Est-ce que ce sont les agents IA, les IA multimodales, l'Edge IA ou peut-être les IA prédictives? Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à maintenant. Et je te dis à très vite. Salut!